Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. André Grimaldi, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez aujourd'hui à l'hôpital de Pitié-Salpêtrière. On va parler un peu médecine, système de soins, système de santé. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Alors, je suis André Grimaldi, professeur de diabétologie, c'est-à-dire spécialiste d'une maladie chronique. Aujourd'hui, professeur émérite, ce que veut dire ayant une assez longue expérience du système de santé. Alors, vous allez nous parler un petit peu de tout ça. Vous êtes cofondateur du collectif Interhôpitaux également. En 20 ans, la France a un système de santé qui a vu s'écrouler apparemment son efficacité au profit d'une rentabilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et puis, parce que cette question a un peu interpellé finalement un peu tous les Français. Est-ce que c'est un bon calcul à long terme pour l'État de faire des coupes, de faire des économies? Voilà. Donc je vais vous laisser nous dire ce que vous en pensez pour commencer. Il faut nuancer le propos. On dépense beaucoup pour la santé, on dépense 11% du PIB, alors comme les pays riches, mais enfin, devant nous, il y a la Suisse qui dépense beaucoup plus, les USA dépensent beaucoup plus, mais en pourcentage de PIB, on dépense comme l'Autriche, l'Allemagne, le Canada, la Belgique. En dollars par habitant ou en euros par habitant, on est dixième, on n'est pas... donc, enfin, on dépense comme les pays, on dépense beaucoup plus que l'Angleterre. D'accord. Alors, le problème de notre système de santé, c'est qu'il s'est construit sur les maladies aiguës. Bénignes, en ville, hein, la crise de la cystite, le lumbago, grave, ou les gestes techniques complexes à l'hôpital. Et sur ces deux domaines, en gros, notre système a été longtemps parmi les meilleurs. Il se dégrade, on recule, mais enfin, on reste très bon. Par contre, sont développées les maladies chroniques. C'est 21 millions de personnes en France. C'est 11 millions des assurés de la sécurité sociale pris à charge à 100%. C'est 60% des dépenses de la sécurité sociale. Et se développent les pandémies et la question de la prévention. Or, sur ces deux sujets, nous sommes très mauvais pour des raisons historiques. Donc le logiciel n'est pas à jour, quoi, vous dites. Nous n'avons pas construit un système de santé, on a construit un système de soins pour les maladies aiguës. Avec le colloque singulier, je vois mon médecin qui me fait sa prescription, on ne travaille pas en équipe, on n'a pas construit un service public de la médecine de proximité. Or, pour la maladie chronique, il faut travailler en équipe, il faut des infirmières, il ne faut pas le médecin seul. Bon. Pour les pandémies, on a bien vu, et la prévention, on a vu les problèmes qu'on a eus avec la vaccination. La France est très mal placée en termes de vaccination. Je ne parle pas seulement du Covid, où il y a eu plein de réticences, où il a fallu, en gros, l'imposer, avec le pass sanitaire. Mais je parle de la vaccination contre le papillomavirus, qui donne des cancers du col de l'utérus, des cancers de la gorge, où on est très en retard. On est à 40% de jeunes vaccinés, là où les Anglais sont à 80%. C'est 3000 cancers par an. Donc on n'a pas construit un système de santé. Alors là-dessus, il faut bien différencier. Là-dessus est arrivée la pensée néolibérale qui est que le modèle pour toute activité humaine, c'est le modèle de la concurrence sur le marché qui permet d'obtenir la qualité au plus bas prix. Et que ça s'appliquait à toutes les activités humaines qu'on peut quantifier, qu'on peut mesurer. Et donc on a dit, la santé rentre dedans. Donc comment on fait? Faut mesurer, quantifier et valoriser. C'est la tarification d'activité. On va tout faire rentrer dans une tarification d'activité. Certaines choses y rentrent. Ce qui est très standardisé, très programmé, l'opération du canal carpien. On sectionne le ligament annulaire du carpe. La cataracte ambulatoire. Tout ça, c'est standardisé, programmé. Ça peut valoir un coût qui est standard. Ou la séance de dialyse. Par contre, la maladie chronique, qui varie d'une personne à l'autre en fonction de l'âge, dont les traitements évoluent en permanence, les conditions sociales, les conditions psychologiques,
C'est absurde. Vous ne pouvez pas quantifier, vous ne pouvez pas mesurer. Mmh. Bon. Ça ne fait rien. La psychiatrie, on n'a pas pu la faire rentrer. Bon, on la fait rentrer de force maintenant. Mmh. Elle ne pouvait pas rentrer dans une tarification de l'activité. Comment vous mesurez? Il n'y a pas une dépression, c'est des dépressions chez des personnes. Bien. Alors, ça ne fait rien, tarification d'activité et mise en concurrence avec les cliniques privées. Le but est quoi? C'est que l'hôpital soit géré comme une entreprise privée, comme une entreprise commerciale, comme une grande surface. Hein, et on vous dit, il y a des petits pois fins, c'est plus cher que les petits pois gros. Bon, voilà, vous payerez la qualité, pareil. D'autant que dans l'industrie alimentaire, quand on met en concurrence, il y a un moment donné, on rogne sur la qualité. Si on ne veut pas être éjecté. Voilà, mais en tout cas, si vous voulez de la qualité, il faut la payer. Ouais. Hein, en médecine, c'est pas comme ça. En médecine, la qualité, c'est le but du soin. Je ne connais pas de médecins qui disent « je ne fais pas de qualité parce que c'est mal payé ». Bon, ça fait rien, mais on fait quand même une tarification de la qualité maintenant. Mais votre discours, il est éminemment politique, alors, en fait. Hôpital d'entreprise, non, il est éminemment politique, éthique. Mais politique aussi, pas politique, dans il le est sens éthique. aussi, vous êtes en train de nous dire qu'en fait, il me semble que si on n'a pas les sous, ça va être compliqué Non, d'avoir la qualité. Ça, c'est la première étape, c'était celle-là. D'accord. Et il est politique au sens politique de santé. Ouais. Et au sens que je suis médecin d'une maladie chronique. Et je vois que la tarification d'activité dans le diabète, c'est absurde. Alors ça nous a amené avec l'idée derrière qu'il y avait la concurrence. D'ailleurs, à l'époque, la loi Bachelot, on ne parlait que des blocs opératoires, que de la médecine technique. Les maladies chroniques, ce n'est pas le sujet. Et donc on s'est opposé à cette loi Bachelot qui visait à transformer l'hôpital en clinique commerciale. Bon. Et c'était le modèle. Bon. Arrive la crise financière, 2008, qui se termine en crise économique. Et là, décision, il faut réduire les dépenses de l'État. Comment on fait? Donc les dépenses de santé. Comment on fait pour réduire les dépenses de santé? Alors, en ville, c'est très difficile. En ville, c'est géré, en France, encore on a un système très complexe, où la ville est gérée par la sécurité sociale. Donc, ça va être des négociations entre les syndicats de la médecine libérale, dont les médecins, et la sécurité sociale. Et on trouve des conventions. C'est actuellement en train de discussion. Les médecins disent qu'il faut augmenter les tarifs de remboursement des consultations, et la Sécu en face dit oui, mais on va négocier, qu'est-ce que vous donnez vous, etc. Donc, et puis il y a un accord. Mais il n'y a pas de vraie régulation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si les dépenses de ville augmentent, on baisse les revenus des médecins. Ça ne marche pas. Juppé s'y était essayé, ça a été un échec complet, ils ont perdu les élections, donc plus jamais. Par contre, l'hôpital, c'est facile. C'est l'État qui gère. C'est l'État qui gère les tarifs, combien la Sécurité sociale va rembourser l'hôpital. Et donc va être mis en place en 2010 une politique de régulation sur les dépenses hospitalières par deux mécanismes. Un, en début d'exercice, on retient un certain nombre de centaines de millions dits en réserve prudentielle, 400 millions en moyenne, qui ne seront jamais rendus à l'hôpital et qui serviront à compenser les dépassements en ville. Et deuxièmement, on vous dit, il y a un accord volume-prix qui fait que si vous augmentez l'activité, on vous baisse les remboursements par la Sécurité sociale. Et on va appliquer ça de manière continue de 2010 jusqu'en 2019. Donc chaque année, on va demander 1 milliard en gros d'économies à l'hôpital public. Les tarifs vont baisser de 7%. Alors comment on fait? En gros, chaque année, l'Assemblée nationale vote de mettre les hôpitaux en déficit. Que fait un directeur d'hôpital quand il est en déficit? Il commence par dire il y a des gaspillages, il faut supprimer. Ensuite, il dit l'investissement va diminuer. Donc on a diminué de 40% l'investissement. Il gère son entreprise pour donc, pas qu'elle croule. Quoi, pour pas qu'elle croule. Ouais. Pour pas être mis en redressement financier, sous tutelle financière. Donc ensuite, il arrive à l'os. À l'os, c'est quoi? C'est 60% des dépenses de l'hôpital, c'est le personnel. Donc la seule recette devient augmenter l'activité sans augmenter le personnel. Voilà. Ouais. Donc, en disant on a augmenté de 15% l'activité, on n'a pas augmenté le personnel soignant. Ce petit système, n'importe qui comprend,
ça ne peut pas durer éternellement. Vous ne pouvez pas en permanence augmenter l'activité sans augmenter le personnel. D'autant que j'imagine que le nombre d'arrêts maladie a dû un peu augmenter et que c'est pas les conditions de travail se dégradent. Voilà. Bon, et donc dans l'immédiat, c'est une solution parfaite. L'affaire doit casser. Quelques mois après ou quelques années l'affaire après, doit casser. Elle a financièrement, ça ne tient plus. Ça ne tient pas. Donc l'affaire a cassé, elle a cassé en 2017. En 2017, l'activité n'augmente pas, les hospitalisations diminuent. Ça fait rien, Marisol Touraine baisse encore le remboursement des tarifs de 0,9%. C'est-à-dire l'argent qui est versé par la Sécurité sociale à l'hôpital. Après, en 2016, d'avoir déjà baissé de 1%. Ça lui permet à l'époque de dire qu'elle va retrouver l'équilibre de la Sécurité sociale. Mais on ne compte pas les déficits de l'hôpital. La logique, l'honnêteté intellectuelle serait de dire on associe le déficit de la Sécurité sociale et le déficit de l'hôpital. Non, non, on sépare. Le déficit de l'hôpital passe de 10 milliards à 30 milliards. Arrive Agnès Buzyn. Macron est élu, 2017. M. Grimaldi, on est complètement d'accord avec vous. Il faut en finir avec l'hôpital entreprise. Vous avez raison. Grande interview dans Libération où elle explique ça. Mais Édouard Philippe et Bercy, qui est le vrai ministre de la Santé, Bercy, décide de baisser encore les tarifs de 0,5%. On peut toujours un peu plus. Donc en 2018, on compresse encore l'hôpital, il faut baisser les tarifs et on demande à l'hôpital encore près d'1 milliard d'économies, 800 millions. Et alors évidemment, c'est la crise. Derrière, ça explose. Ça explose en 2019. Crise des EHPAD, crise des urgences, crise de la psychiatrie, crise de l'hôpital général. C'est là qu'on fonde le collectif Interhôpitaux dont vous parliez. Oui. À ce moment-là, face à la crise, Édouard Philippe et Agnès Buzyn disent on est obligé de réaugmenter les tarifs. Et ils réaugmentent de 0,2% en 2019, après les avoir baissés en 2018 de 0,5%. Et là, on voit ce qu'est la politique, effectivement, et en ce sens-là, la politique, l'horreur qui transforme la politique en communication. Que dit la ministre? Nous augmentons les tarifs de 0,2%. C'est une grande première historique. Voilà. Donc, comprenez qu'il y a une certaine colère des hospitaliers contre cette manipulation. Donc, l'hôpital a été traité à partir de 2004 comme une entreprise commerciale et à partir de 2010 sous contrainte budgétaire. Alors au début, c'est la rigueur, puis ça se termine en austérité, puis ça se termine en pénurie. Et donc vous avez dans l'hôpital à la fois des choses totalement inutiles, des hospitalisations dont on pourrait se passer, du gaspillage, et en même temps la pénurie. Donc un chaos qui est l'état actuel. Ce qui fait que beaucoup n'en peuvent plus et partent. On pourrait même se demander finalement qui devrait avoir un regard sur la prospective de l'hôpital et si c'est à chaque fois les bonnes personnes, quoi. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'on a eu l'idée, après la crise, la pandémie, en entendant le discours du président que ça y est, ils ont compris. Rappelez-vous le grand discours de Mulhouse, il y a des biens supérieurs comme la santé qui doivent être mis hors des lois du marché. Ouais. Il faudra prendre des mesures de rupture, je les assumerai. Et il rajoute, pour qu'on soit bien convaincu, nous devrons nous réinventer, moi le premier. C'est beau. Le jour d'après ne ressemblera pas à la situation d'avant. Donc on a dit, ça y est, il a compris. Il a compris. Bah oui. Et arrive le Ségur. Que dit Édouard Philippe en inaugurant le Ségur? Ouais. On retrouve ça, on peut le trouver dans le site du journal officiel. Il dit, le cap que nous avions fixé avec Agnès Buzyn était le bon. Je ne pense pas qu'il faille en changer. Il s'agit seulement d'accélérer. Donc il n'est plus du tout question de renverser la table. On continue, on ne s'était pas trompé, il faut accélérer. Alors récemment, vous avez publié « L'hôpital nous a sauvés, sauvons-le, 10 mesures pour sauver l'hôpital public » chez Odile Jacob. Vous avez fait 10 propositions donc à l'intérieur. Vous pouvez nous donner, peut-être pas les 10, parce qu'il va bien falloir que les gens aillent chercher à l'intérieur du bouquin certains éléments, mais quelques propositions. Pourquoi? Parce que moi j'aimerais bien avoir des réponses sur comment on pourrait faire très pragmatiquement, très simplement peut-être, ou peut-être pas si simplement, mais en tout cas très concrètement, pour changer un peu cette trajectoire qui est très angoissante tout de même, depuis tout à l'heure. Le mal de l'hôpital, donc, il vient de loin, et en même temps il est cumulatif. Il vient de loin parce qu'on n'a pas construit historiquement un service de la médecine de proximité, un service public de la médecine de proximité. On le voit avec la crise des urgences, avec le fait qu'il y a maintenant
6 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant, plus de 8 millions qui par an ne trouvent pas de réponse à leurs questions et qui donc vont à l'hôpital. D'où crise des urgences. Alors, il faut travailler en équipe. Il faut développer les maisons de santé, les centres de santé où on travaille en équipe. Et c'est la seule solution qu'on aura pour les déserts médicaux. Donc le médecin généraliste dans son coin. Le médecin généraliste dans son coin, c'est fini, c'est plus de la médecine. C'est ceux qui veulent rester, ils restent comme ça. Mais la médecine de demain, elle ne se fait pas comme ça. Mais c'est peut-être pas à lui de révolutionner la Terre. Il faut peut-être qu'on lui crée un système. Qu'on lui crée un système et qu'on pense tout ça. Je vous donne un exemple. On peut le faire de manière pragmatique sans créer la guerre. Allez-y. À Marseille, on a un taux de médecins qui est suffisant, qui est au-dessus de la moyenne de la population nationale. Simplement, ils sont installés dans les quartiers sud. Par contre, dans les quartiers nord de Marseille, c'est le désert. Alors, comment on fait? C'est le rôle de l'État. La santé est une mission régalienne. Donc, les ARS, avec l'hôpital, avec les jeunes médecins, proposent de créer des centres de santé. Il faut leur donner un statut particulier. Il faut qu'il y ait un travail pluridisciplinaire. Il faut qu'il y ait une médecine communautaire, pas communautariste, mais communautaire, avec des médiateurs de santé, avec des assistants de santé, avec une nouvelle pratique médicale. Et là, vous avez un accord pour créer des centres de santé en lien avec l'hôpital. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on est avec un vieux modèle, ça ne marche plus, mais on continue bêtement, comme de vieux entêtés, à vouloir faire en sorte que la société, à un moment donné, se cale sur un vieux truc, quoi. En partie, parce que ce vieux modèle, comme je vous dis, est adapté à la maladie aiguë bénigne et même à la maladie grave. Sauf que la médecine générale, elle n'est pas reliée à ça. La plupart des médecins généralistes, ils ont des diabètes à gérer, ils ont tout ça, en fait. Exactement. Donc, elle n'est pas adaptée à la maladie chronique. Pour vous parler l'exemple du diabète, typiquement, voir un malade tous les mois ou tous les 2 mois pour une consultation rapide, payer 25 €, ça n'a pas de sens. Les douleurs chroniques Il y a également. des malades qui vont bien, il y a des malades qui vont mal. Il y a des malades qu'il faut voir longtemps, des malades que ce n'est pas la peine de voir tous les 6 mois ou tous les ans, ça suffit. Il y a des malades qui peuvent voir l'infirmière dans l'intervalle. C'est un travail en équipe. Donc, effectivement, c'est un nouveau modèle pour la maladie chronique et pour les missions de santé publique, le aller vers. Il ne faut pas seulement que les gens viennent se faire vacciner, il faut que des équipes puissent aller vers ceux qui sont loin du système de soins pour les vacciner. Ce qu'on a découvert avec le Covid-19. Donc, pour réduire les inégalités sociales de santé, qui est un des problèmes majeurs en France. Mais vous parlez de médecine de ville, mais même pour les services de douleurs chroniques, le financement, à un moment donné, n'a pas suivi en fait, de l'État, puisque les consultations ne pouvaient pas durer 10 minutes avec quelqu'un qui a une fibromyalgie, par exemple, ou qui a des douleurs cancéreuses, etc. Il fallait bien parfois 3/4 d'heure, 1 heure de consultation, de prise en compte du dossier, de travail pluridisciplinaire. Donc, même y compris à l'hôpital, c'est compliqué également, cette histoire de chronique. Donc, ça veut dire que... Moins maîtrisable peut-être aussi. Le paiement à la consultation, le paiement à l'acte, de même que la tarification à l'activité, sont inadaptés à la prise en charge de maladies chroniques. Donc dans votre proposition, autant c'est un budget, voilà. Une dotation globale à l'hôpital, qui vous dit vous avez une somme que j'ai connue, que vous co-gérez avec l'administration, et vous choisissez les moyens optimaux. Ce malade peut être vu en ambulatoire, pas besoin d'être hospitalisé, vous le voyez en ambulatoire. Celui-là a besoin d'être hospitalisé, vous pouvez l'hospitaliser. Alors qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'une seule chose, c'est le tarif qui guide la pratique médicale. Donc on enlève si vous voyez un malade que vous pouvez suivre en ambulatoire, mais qui ne vous rapporte rien, vous dites, mais vous êtes en train de couler l'hôpital. Donc il faut l'hospitaliser. Donc on fait des hospitalisations, y compris injustifiées, inutiles. Parce que si autrement, vous n'êtes pas payé. À Grenoble, en 2017, 2018, les diabétologues pédiatres se font houspiller par la directrice qui leur dit « mais vous passez des heures par les mails, par téléphone, pour gérer avec les parents les doses d'insuline des enfants, alors que ce n'est pas tarifé. » Bah oui. Donc vous coulez l'hôpital. Vous travaillez gratuitement. Vous travaillez gratuitement. Il faut faire venir les patients avec les parents à l'hôpital pour faire des hôpitaux de jour qui nous rapportent. Bon. Donc, pourquoi on a eu un tel retard dans la télémédecine en France? Elle n'était pas tarifée. Donc, c'est du temps perdu. Donc, c'est de l'argent perdu.
Donc on ne fait de la télémédecine qu'à partir de 2018, parce qu'à ce moment-là, il y a un tarif. Mais si vous avez un budget à gérer, ben vous avez intérêt à ne pas gaspiller. Vous gérez votre budget. Vous avez la liberté, y compris arrive une nouveauté. Ben aujourd'hui, vous n'avez pas de tarif, la nouveauté, vous ne pouvez pas l'appliquer. Ça vous permet de passer, par exemple, de perfusion à des comprimés. Ah oui, mais les perfusions, elles sont à l'hôpital, ça rapporte. Les comprimés, le malade peut le prendre chez lui, ça ne rapporte pas. Donc vous refusez, vous dites, je peux pas, moi je coule l'hôpital. Donc on a fait des hospitalisations inutiles, moi le premier, pour défendre le budget de l'hôpital et défendre le fait de garder les infirmières. Donc on a un système fou. Le paiement à l'acte, c'est la même chose. Un jeune généraliste disait, une question, une consultation. Deux questions, deux consultations. Ben oui, à 25 €. Bon, mais c'est absurde. On fait revenir le malade, enfin bon. Donc, évidemment, une capitation ou une dotation, une capitation, c'est-à-dire un forfait annuel pour un malade donné, pour un diabétique ou un hypertendu, ou une dotation pour l'ensemble de la population que vous suivez, vous avez une dotation. Évidemment, il faut qu'elle puisse évoluer en fonction de si vous avez beaucoup de nouveaux patients ou s'il y a des changements thérapeutiques, il faut que cette dotation puisse évoluer d'une année sur l'autre. Donc, on peut la faire évoluer. La tarification d'activité est par contre adaptée à ce que je vous disais, standardisée, programmée. Pour la séance de dialyse, ça vaut tant. Pour un canal carpien, ça vaut tant. Pour une prothèse de hanche simple, ça vaut tant. Par contre, la complexité, la maladie chronique, les maladies rares, tout ça, c'est totalement... La réanimation, les urgences, c'est totalement inadapté à un paiement, à la tarification d'activité ou à l'acte en ville. Mais il y a une bonne nouvelle tout de même, c'est qu'on a un ministre de la Santé qui sait ce que c'est que la médecine. Et puis je crois qu'il a été urgentiste. Donc quand vous dites que c'est pas adapté aux urgences, en tout cas, on peut imaginer qu'on va aller dans le bon sens maintenant. Alors on a, oui. Ou alors, est-ce que je peux me permettre l'expression, on va pas tirer sur l'ambulance? Oui, ça c'est pas gentil, mais en gros, je crains la même chose qu'avec Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, elle arrive avec des bonnes idées. Oui. Et puis après, ben, elle est prise par la politique, c'est Bercy qui décide. Et elle aurait dû... quand je l'ai vue, moi, la première fois qu'elle elle a été nommée ministre depuis très peu de temps, elle dit, moi, je ne changerai pas d'idée, je suis là pour qu'on en finisse avec cette politique de l'hôpital entreprise. Peut-être que dans un an, je ne serai plus ministre. Sous-entendu, ben, j'ai des convictions. Et je suis prête à sauter si on veut me compromettre. Voilà. Et puis un an après, c'était plus tout ça. Hein. Elle acceptait, elle avalait la pilule, et puis une fois que vous avez commencé à avaler, vous continuez à avaler. Donc là, il risque de se passer la même chose. C'est-à-dire que, d'une part, on a les discours du président. Conseil national de la rénovation, CNR. Ça parle très fort. Hein. Ça évoque le CNR historique. Arrive le ministre, il dit « Oh là là, moi, je ne suis pas pour faire parler du passé, les grands diagnostics, les grandes idées, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est d'être pragmatique. Territoire par territoire, avec ce qu'on a. On fera avec ce qu'on a. Sans histoire, c'est compliqué. À la fin, donc, ça sera un Conseil national du replâtrage, de la rustine. C'est pas mal. Hein, ce ne sera pas un Conseil national de la refondation. On est parti là-dedans. Donc le ministre, il n'est pas dans le discours refondation, il n'est pas dans le discours CNR. Il est dans le discours, moi, vous savez, je fais avec ce que j'ai. Hein, ben, j'ai pas grand-chose dans le panier. Par exemple, il dit, les libéraux, ils s'installent là où ils veulent. Ben oui, c'est normal, dit-il, ils sont libéraux. Oui, mais il oublie de dire qu'ils sont payés par la sécurité sociale. Donc ce n'est pas des libéraux comme n'importe quel libéraux, ce n'est pas des libéraux comme le commerçant qui va là où il veut, sur les marchés où il veut. Hein. Ils ont une mission de santé publique. Quelque part, ils sont en charge de la santé publique par délégation. Alors s'ils sont en charge par délégation, ça veut dire qu'il n'y a pas que des droits, il y a aussi des devoirs. Donc c'est ça dont il faut discuter. Mais il ne lui dit pas ça, parce qu'il dit, moi mon problème c'est que de ne pas mettre les gens dans la rue, bon, trouvons à négocier. Et puis il invente cette stupidité absolue, qui est la 4e année pour les internes de médecine générale dans les déserts médicaux. Autant la 4e année est parfaitement justifiée, dans un métier très difficile, comme pour les autres disciplines. À la limite, il faudrait une 5e année, hein, dans les endroits qui sont très utiles. Ils vont remplacer les pédiatres. Alors, il faut qu'ils aillent en pédiatrie. Ils vont remplacer les psychiatres en première ligne. Ben, il faut qu'ils aillent en psychiatrie. Plein de malades viennent aux urgences au lieu d'aller chez le médecin généraliste. Bon, il faut qu'ils aillent aux urgences. Il faut qu'ils soient dans les centres de régulation téléphonique. Donc, il y a de quoi faire 4 ans ou 5 ans pour les futurs médecins généralistes. Par contre, dans les déserts médicaux, mais c'est absurde. Les internes, ils ont besoin d'avoir un tuteur. Or, dans les déserts médicaux, par définition, il n'y a pas de médecin. Donc, on n'envoie pas un étudiant, même s'il est en fin de cursus, dans les déserts médicaux. Ce n'est pas ça la réponse. La réponse, c'est ce que je vous disais pour les quartiers nord de Marseille. Oui. On crée des centres de santé avec une nouvelle médecine,
en travaillant en équipe pluridisciplinaire, avec dans l'enthousiasme des jeunes qui diront je fais un nouveau métier. Oui. J'arrête de gérer ma petite boîte, ma petite boutique où je passe un temps à la comptabilité dément et je m'en sors pas parce que j'ai des frais de gestion, parce que j'ai une assurance, etc. Il faut qu'on sorte de ça. Mais alors justement, moi, ce qui m'interpelle en ce moment, c'est que, alors c'est peut-être ma formation de départ qui fait ça, je regarde de plus en plus, enfin ça fait quelques années que je regarde ce qui se passe par rapport à la médecine, et je pense qu'on pourra avoir une bonne journée entière à faire la liste de tout ce qui est proposé. Alors il y a des ordonnances qui sont proposées en ligne, des télécabines dans les supermarchés, il y a la question de la sélection en médecine. J'ai entendu encore ce matin qu'on allait faire un traitement spécial pour que les médecins retraités puissent retravailler. On touche aux études des médecines. Il y a l'ordre des médecins qui s'en mêle. Il y a la médecine de ville qu'on veut bousculer. Vous parliez de tout ça. J'ai l'impression que l'État intervient partout, qu'a trouvé des solutions extraordinaires pour boucher les trous. Donc ça remplit bien cette idée de plâtrage. Mais surtout, ne pas s'occuper de la structure finalement qui s'affaisse. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut que tout s'écroule? Professeur, dites-nous ce que vous en pensez. Ou est-ce qu'il faut qu'on arrive un peu à l'américaine, en tout cas l'image qu'on peut s'en faire, c'est-à-dire il y aura des riches et des pauvres, et puis point en fait. Alors, vous avez une bonne description. J'ai un collègue qui dit le système de santé, c'est comme un pneu sur lequel il y a des rustines. Et il y a tellement de rustines qu'on ne voit plus le pneu. Alors, et on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. À la fin, c'est un truc totalement illisible. Incroyable, tous les jours, il y a un nouveau illisible. truc. Donc on rajoute des rustines. Et alors, Braun, comme vous dites, risque d'être le Conseil national de la rustine. Bon. Alors, le problème, il est quoi? C'est qu'il faut avoir une vision d'un service public de santé qui comprend à la fois l'hôpital, à la fois la ville, qui travaille en concertation et qui, évidemment, intègre ceux qui souhaitent ne pas être fonctionnaires, mais être des libéraux en secteur 1, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires, avec un contrat, comme on en parlait, des maisons médicales, on peut avoir un statut libéral. Il faut discuter du mode de financement, etc. Donc, on a cette vision-là, qui est celle d'un service public. Vous êtes plutôt optimiste alors, si je comprends bien. Mais, faut bien comprendre qu'on est en même temps prisonnier de notre passé. Et c'est un vrai problème. C'est très difficile de changer du passé. Oui, puis parfois, donc il faut pouvoir avancer. À pas vouloir le regarder, c'est encore Il faut pire. pouvoir avancer sans faire la guerre. Autrement, si vous dites par exemple aujourd'hui, c'est fini la liberté d'installation. Alors vous aurez le front du refus, car les médecins ne font plus que ça maintenant, le front du refus des libéraux, grève immédiate, les internes en grève, et vous ferez demi-tour. Hein, Madame Bachelot Roselyne Bachelot avait une bonne formule, il disait quand les internes sont dans la rue, pour les faire rentrer à l'hôpital, c'est exactement comme quand le dentifrice est sorti du tube. C'est très dur de le faire rentrer. Donc c'était la trouille de tous les ministres. Hein. Vous mettez les étudiants et les internes dans la rue et c'est fini. C'est ce qui s'est passé en 83, avec le demi-tour du gouvernement. Donc ce qu'il faut, c'est avancer avec ceux qui veulent avancer. La crise est telle, c'est notamment les jeunes médecins, ils veulent avancer. Beaucoup de jeunes médecins disent, moi je ne veux pas être payé à l'acte. Je veux avoir des conditions de travail correctes. Je veux travailler en équipe. Et pas seul. Je ne veux pas chercher où est-ce que je m'installe, quel est le prix du loyer, comment je fais avec une secrétaire, pas de secrétaire, Doctolib, etc. Mais bon. vous avez le nez, vous avez la Alors, connaissance de tout ça. Vous pensez qu'il va falloir que ça s'écroule à un moment donné pour qu'on soit obligé de se regarder tous ensemble et d'être obligé de collaborer? Je vais vous répondre sur ça. Mais première chose, donc, il faut avancer avec ceux qui veulent avancer. Par exemple, il faut une convention séparée pour la médecine de ville, pour les maisons de santé, les centres de santé, les communautés de santé de territoire. Ceux qui veulent travailler en équipe ont un conventionnement, donc avec une charte qui sera qu'est-ce qu'ils doivent faire, en échange que prend l'État, que prennent les collectivités territoriales. Je pense que l'État devrait prendre par exemple l'assurance professionnelle. Bon, mais il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Mais on travaille en équipe. C'est-à-dire que l'infirmière, effectivement, peut suivre des malades, peut être dans la coordination, peut prescrire. Alors, quoi, quand, comment ça se fait en équipe et pas seul. Et puis ceux qui veulent rester dans le vieux modèle de la médecine libérale, ils y restent. C'est un modèle qui, à mon avis, est le modèle du passé. Mais on ne crée pas la guerre. Autrement, on aura le front du refus. Ce n'est pas ce que fait le gouvernement. Ils veulent faire avancer tout le monde en même temps. Et évidemment, du coup, on n'avance pas. Ou plutôt, on recule, comme vous le dites très bien. Alors,
il faut avoir cette vision-là. Maintenant, il faut avoir l'autre compréhension. Autrement, on va vers ce que vous dites. Hein. C'est-à-dire, même pas à l'américaine, mais un chaos généralisé. C'est-à-dire que vous ferez, il faudra savoir qui voir, quel est le bon médecin à tel endroit. Ici, c'est une clinique privée, commerciale, Ramsay, qui est en train de racheter plein de choses. Et ça ne changera peut-être même pas le logiciel, finalement. Bah, ça sera que ceux qui sont très informés, oui. et ça pas forcément Mais riches, hein, ceux qui seront informés seront... C'est un peu comme dans l'enseignement. Ceux qui savent où il faut aller, c'est les fils de profs. Oui, mais ce que ceux je veux qui seront dire... dans le système pourront gérer, et puis les autres, eh ben, ils feront, s'ils peuvent, ils iront à l'hôpital du pauvre. Aux États-Unis, ce terreau ne pousse pas un changement, on va dire, systémique. Aux États-Unis, c'est un système dominé par les assurances privées. Donc il n'y a pas de révolution qui va taper à la porte demain matin. Ça, c'est compliqué parce que ça se décompose. La santé est un grand problème aux États-Unis. Et donc, parce que je me dis, quelles seraient les conditions pour qu'à un moment donné, tout le monde puisse un peu s'écouter, qu'on puisse écouter des gens de terrain aussi, parce que ça bénéficiera à tout le monde d'une certaine manière. Oui, mais s'écouter, c'est ce qu'il dit. Si on fait des grands Ségur, etc., c'est pas ça la question. La question, c'est comment on avance. Ouais. Ce que je vous dis, il faut avancer avec ceux qui veulent avancer. Ouais. Et ensuite, il faut regarder notre histoire. Quand notre système de santé a connu des bonds en avant progressistes, dans le sens de la santé est un bien supérieur qui doit échapper aux lois du marché. C'est ça l'idée de fond. Elle se fait aujourd'hui en travail en équipe, médicale et paramédicale. Voilà, deux idées de fond. Alors, quand est-ce que ça a avancé? Ça a avancé lors de grandes crises sociales politiques. 1945, création de la Sécu. Je vous rappelle que quand la création de la Sécu a lieu, la médecine libérale est contre. La mutualité nationale est contre, s'oppose à la Sécu. Ils ne la rejoignent pour la mutualité qu'en 1946, parce qu'on leur donne un ticket modérateur à gérer. On leur dit 20% vous reviennent. D'où une absurdité française qu'on a une double gestion pour chaque soin. On a la gestion par la Sécu et la gestion par les mutuelles. Moyennant quoi, on a des frais de gestion colossaux, 18 milliards, on est deuxième à l'échelle de l'OCDE. Pour le salaire des infirmières, on était 27e, on est maintenant 16e, mais pour les frais de gestion, on est deuxième. Ça a avancé quand? 58, guerre d'Algérie, arrive le général de Gaulle, Robert Debré, on crée les CHU. C'est une guerre totale. L'Académie de médecine est contre la création des CHU. Les médecins, la plupart des médecins, des patrons de médecine, des hôpitaux, sont contre le plein temps hospitalier. C'est une guerre terrible. Et c'est imposé par le général de Gaulle, parce que le fils de Robert Debré s'appelle Michel Debré, Premier ministre, par ordonnance. Et avec un recul, avec un compromis, on crée le secteur privé à l'hôpital. Pour faire venir les médecins qui opéraient en ville, les faire venir à l'hôpital. Ça avance quand? 68, grève générale. Du coup, dans les années qui suivent, 70, création du service public hospitalier, loi Boulin. 71, premier conventionnement national des médecins libéraux avec la Sécu. Multiplication à l'époque des médecins, des infirmières qui s'autonomisent. Bon, on n'est pas dans la pénurie, au contraire, on va dire c'est la pléthore. Ça avance encore dans les années 85-90, le sida, avant la trithérapie. Et c'est le droit des malades qui va s'imposer. Donc à chaque fois, notre système de santé a avancé lors des crises. Or, nous sommes rentrés dans la période des crises. Il faut savoir comment on interprète le Covid. La pandémie Covid, est-ce que c'est une parenthèse? Bon, il y a eu une pandémie, elle rentrera dans l'histoire, et puis on revient. Ce qui se passe actuellement. Dès la présidentielle, la crise sanitaire, on n'en parlait plus. C'est le sentiment que j'ai en tout cas. Il n'y a aucune leçon qui a été tirée. Et on dirait que c'est une amnésie générale. Complètement. Oublions ce mauvais moment. Ah oui. 160 000 morts. Avançons vite. Enterrons-le et pensons à autre chose. Ce serait presque thérapeutique d'oublier, soi-disant. Absolument. Mais je ne crois pas. Voilà, on ne tire aucune leçon des trois périodes qui ont été le Covid. Il y a eu trois périodes. Il y a eu avant les vaccins, où on a été mauvais. Les vaccins, où on a vu les difficultés, mais globalement, on a été assez bon. Au prix du pass sanitaire, de l'obligation vaccinale pour les soignants, et très mauvais sur ce qui était de la levée du brevet, hein, le bien santé le bien supérieur qui doit échapper aux lois du marché. Pour le brevet, la France a été lamentable, hein, comme l'Allemagne. Et l'aide aux pays sous-développés, catastrophique. Et puis la troisième période qui était Omicron, où là il fallait s'adapter à une nouvelle épidémie, et ce qui a coûté la crise la notoriété pour Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui n'a pas su s'adapter à temps. Bref,
si on rentre dans la période des crises, et je pense qu'avec la crise climatique, on est rentré dans la période des crises. Maintenant, on a la crise à nouveau des bronchiolites. Et on ne va pas sortir des crises. Et le rôle dans les crises, le rôle de l'État, il est majeur. Sauf que ça ne peut pas être un État bureaucratique, un État affaibli et bureaucratique, comme on a avec un monarque. Ça suppose de repenser le rôle de l'État en raison avec les professionnels, comme vous dites, avec les élus locaux, avec les régions, avec les territoires, dans un État démocratique. Donc c'est ça ce qui va être la solution. Donc on peut être optimiste. Les crises obligeront à changer. Qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? C'est au moins préparer ça. Au moins essayer de tirer des leçons de la Covid, pour que la prochaine crise, on ne soit pas dans le même état. Alors justement, on arrive et vous êtes en train d'ouvrir ma dernière question. André Grimaldi, selon vous, alors où va le monde? Mais le monde, il est là actuellement, il est très menacé, parce qu'on a par-dessus tout la crise climatique. La crise climatique qui va être aussi la crise des migrations. La crise des migrations qui va être des crises politiques. Hein? Alors, face à ça, on a plusieurs solutions. Hein. Il y a des solutions autoritaires qui vont être proposées par plein de gens. Hein. Il faut en finir avec la démocratie qui est inactive. Moi, je pense l'inverse. Je pense que notre démocratie souffre d'absence de démocratie. Elle n'est pas suffisamment démocratique. Alors, c'est une démocratie qui doit être tournée vers l'action. Je prends l'exemple du Covid. Dans le Covid, on avait un conseil scientifique qui faisait des propositions. Seulement, on ne savait pas s'il faisait des propositions pour l'ensemble de la société qui devait en débattre avant que l'exécutif tranche, ou si c'était le conseil privé du président de la République, avec ce conseil de défense à huis clos. Ce qui fait que la société était privée de débat. Lors du troisième confinement, avant le troisième confinement, le conseil scientifique dit qu'il y a 4 possibilités. Avantages, inconvénients des 4 possibilités. Simplement, cet avis n'est pas publié, personne ne le connaît, parce que le règlement est que les publications du conseil scientifique, des avis du conseil scientifique, dépendent du gouvernement et dans le mois qui suit. Le président de la République prend la parole, tout le monde attend, il choisit la position 1, ne dit pas qu'il y a d'autres positions, ne justifie pas son changement de position, et tout le monde ensuite commente les décisions du président de la République. Fantastique, il a refusé le confinement, il dit c'est enfin à bas la dictature sanitaire que veulent les médecins. Rappelez-vous, chaque jour sans confinement est un jour de gagné, il y avait 400 morts par jour, mais c'était fait, on était habitués, c'était fini. Hein. Et il n'y a aucun débat démocratique. Avant chaque confinement, on a pris en gros 3 à 4 semaines de retard. On avait le temps de débattre, de dire il y a 4 positions, que pensent les professionnels, que pensent les élus locaux, que pensent les oppositions politiques, que chacun se débatte. On a 15 jours, on en débat, ou 3 semaines, et puis l'exécutif prend une position. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est l'exécutif décide et on discute après. Alors évidemment, ça permet après Macron lui-même obligé de dire en France, il y a 66 millions de procureurs. Ben oui, 66 millions de procureurs. Un monarque prend seul la décision et tout le monde critique. Ou il en fait trop, ou il n'en fait pas assez. La position démocratique, ça aurait été, il y avait 4 positions, on en discute, et après, l'exécutif tranche en se justifiant. Hein. Donc voilà, moi je pense qu'on manque de démocratie pour faire face aux crises qui s'annoncent. Je pense qu'en tout cas, ça permettra de bien fermer cette conversation qui a été très riche. Je vous remercie en tout cas, C'est moi qui vous André remercie. Grimaldi, d'avoir répondu à nos questions.